Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence sur le Brésil avec trois conférenciers de choc, Captain Nicolas, Miss Adèle et le beau Samuel. Voilà, je vais leur laisser la parole. Ils vont vous présenter le Brésil à leur manière. Bonne conférence à tous. Alors, le diaporama, voilà les images. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci de votre intérêt pour ces 30 minutes qu'on va passer ensemble avec Adèle et Samuel. On va vous parler d'un pays qui aujourd'hui traverse une terrible crise sanitaire, comme vous savez. Elle a notamment pour effet de mettre à l'arrêt une bonne partie de l'activité touristique. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que on croit qu'il y aura une reprise après la crise et qu'on souhaite y apporter une contribution positive. Donc aujourd'hui, on prend rendez-vous pour demain. On espère 2021, peut-être 2022, on ne sait pas. Mais avant de parler d'avenir, je voudrais faire un petit coup d'œil rétrospectif dans les années 2000, particulièrement 2002, qui est l'année de la fondation de la première agence Terra au Brésil, Terra Brasil, par Fabrice et Julie. Moi, je vous parle aujourd'hui en tant que gérant de cette agence entre 2004 et 2011. À cette époque, donc, on a une seule implantation au Brésil, à partir de laquelle on opère tout le territoire à des distances qui sont assez considérables. On parle de 2500, 3000 km parfois. Dans cette première période, le circuit, le grand classique que vont faire 70 à 75% de nos voyageurs, c'est un circuit qui arrive à Rio, qui va ensuite aux chutes d'Iguassou, qui passe par l'Amazonie via Manaus et qui s'achève à Salvador. C'est un circuit qui s'appuie sur le Brésil Airpass, qui est un forfait économique pour des vols intérieurs, pour les 4 vols qui sont nécessaires pour ce circuit. Et c'est, encore une fois, voilà, le grand classique que la plupart des voyageurs qui viennent pour la première fois au Brésil souhaitent faire et que nous, on opère. On va dire que ça, c'était avant que ne s'opèrent 2 tournants. Le premier tournant se situe en 2014. À cette époque-là, on se rend compte que dans un pays d'une telle taille, on s'épuise un peu à opérer des services à de telles distances, avec des partenaires qu'on n'a pas vraiment les moyens de voir souvent, avec lesquels on n'a pas les moyens d'entretenir des relations de proximité, de qualité. On a une grosse productivité, mais on a un peu l'impression parfois de travailler à la chaîne. Disons que ça ne fait pas sens, quoi. Ça colle pas avec notre prétention, notre envie de proposer des voyages sur mesure, à la carte, de qualité. Alors pour retrouver plus de proximité avec nos partenaires, pour mieux sentir, pour mieux opérer le terrain, on a scindé l'agence en deux. Et depuis 2014, il y a désormais 2 agences au Brésil. On a donc Terra Brasil, qui est basée à Rio et qui opère toute la partie sud du pays, pour schématiser. Donc on parle de Rio, bien sûr, mais aussi la Costa Verde avec Paraty, les chutes d'Iguassou, le Pantanal ou encore le Minas Gerais. Je survole, hein, je ne rentre pas dans le détail, on va parler simplement des grandes régions. Et puis donc, depuis 2014, basée à Fortaleza, l'agence Terra Bahia, qui opère la partie nord avec, par exemple, Salvador et l'état de la Bahia, notamment le massif de la Chapada Diamantina, bien sûr toute l'Amazonie, à partir de Manaus, mais d'autres villes, incluant l'île de Marajo, et puis la spécialité de l'agence Terra Bahia, c'est la route des émotions, ce qu'on appelle la route des émotions, qui va de San Luis à Fortaleza, et sur laquelle on trouve notamment le fameux désert des Lençóis Maranhenses, un désert qui est un mix de dunes et de lagunes translucides. Le deuxième tournant, il est plus récent, il remonte à un peu plus d'1 an et demi maintenant. Il provient d'un questionnement, un questionnement sur l'empreinte que nous laissons au Brésil en tant qu'organisateurs de voyage. Et en réponse à ce questionnement, la volonté que notre activité soit plus que positive, osons le mot, vertueuse. L'irruption du Covid ne remet rien en cause dans cette démarche. Au contraire, nous pensons qu'il y aura une remontada, que notre activité va repartir. Quand ce sera le cas, nous souhaitons le faire de cette façon. Nous souhaitons poursuivre le développement d'une RSE qui est déjà engagée. Nous souhaitons revoir nos pratiques. Nous souhaitons repenser nos produits.
quitter, on va dire, une logique de consommation pour retrouver quelque chose qui serait plus l'essence du voyage. Nous souhaitons sincèrement faire notre part, notamment sur le plan environnement-climat. À ce titre, par exemple, on souhaite proposer de préférence des circuits sans vol intérieur, de façon, d'une part, à limiter l'émission de carbone, mais aussi de façon à favoriser des voyages où on prend le temps de rester quelque part, où on prend le temps de se connecter, euh, notamment permettant aux gens d'aller dans des endroits ou de faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire eux-mêmes. Alors, on ne parle pas forcément d'endroits qui sont éloignés, qui sont difficiles d'accès, on parle plutôt de favoriser la connexion avec des humains, on parle de rencontres vécues, on parle de favoriser des moments partagés. Dans cette optique, on a travaillé, on a bossé, on a creusé ce qu'on avait sur le terrain pour élaborer des contenus qui s'accordent à cette démarche, qui enrichissent donc une production qui est déjà en transformation depuis plusieurs mois. On ne sait pas, honnêtement, si cette production, elle est vraiment dans l'air du temps, si elle correspond à une demande spécifique. En vérité, on ne se pose pas trop la question. Ce dont on est sûr, c'est qu'elle nous correspond, qu'elle reflète nos valeurs, et on espère qu'elle trouvera un écho auprès de nos voyageurs. Voilà, on est content de vous en parler aujourd'hui, de vous en présenter un petit peu plus. On a décidé de ne pas le faire sous la forme de divulgation de circuits tout entiers, mais plutôt de prendre des focus sur des petites expériences qu'on a développées récemment et qui reflètent cette rénovation de notre production. On va commencer avec ce qu'on propose dans le sud avec Terra Brasil et je laisse la piste à Adèle. Merci Nico, bonjour tout le monde. Alors, moi je m'appelle Adèle, je travaille donc pour Terra Brasil et j'habite à Rio de Janeiro, sauf qu'en ce moment je suis plutôt en Normandie. Ça fait donc plusieurs mois qu'on travaille tous dans l'équipe, qu'on travaille beaucoup pour améliorer notre production. Et pour ça, on a commencé par se poser une question, celle de savoir qu'est-ce que c'était que pour nous un voyage réussi au Brésil. Alors ma réponse, moi, quand j'ai des amis, quand j'ai de la famille qui vit au Brésil, je ne leur fais pas visiter les 5 régions comme Nico l'expliquait. Généralement, on passe un petit peu de temps à Rio et puis après, on visite une autre région. Je leur propose plutôt de prendre un peu le temps, on ne bouge pas beaucoup, on profite des moments ensemble et puis on essaie d'aller plus au fond des choses, de s'imprégner du lieu, des rencontres, etc. Et puis on laisse aussi place à la spontanéité, ce qui est important. Ça m'a laissé des souvenirs indélébiles d'une après-midi, par exemple, à nager avec des poissons colorés à Ilha Grande en sirotant une bière sur un ponton en bois. Voilà. Mais c'est aussi également quand je suis confrontée à une réalité nouvelle et puis que je reviens de mon voyage dépaysée et enrichie. Parce que je n'aurais pas tout vu, je n'aurais pas tout fait. C'est quasiment impossible au Brésil, il faut être honnête. Mais ce que j'ai vécu, ça m'a marqué et puis ça m'a peut-être un petit peu changé. Donc, je voudrais vous présenter 2 expériences qui incarnent pour moi cette philosophie du voyage. 2 expériences qui me tiennent personnellement à cœur parce qu'elles sont emblématiques de notre nouvelle production chez Terra Brasil. Ce programme, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 expériences, elles figurent dans un circuit qu'on a intitulé « Vie ma vie de Brésilien ». Ce programme, on dort chez l'habitant. On a des transferts avec des modes de locomotion doux, avec peu de transferts, et on favorise des rencontres réelles pour s'approcher au plus près de la réalité des Brésiliens, pour s'immerger complètement dans leur mode de vie et puis, si possible, essayer de se fondre un petit peu dans leur peau, celle d'un Carioca à Rio ou celle d'un Caiçara dans les communautés de la Costa Verde. Je vais donc commencer par vous présenter ma première expérience. Et c'est une croisière de 4 jours dans les eaux vert émeraude de la Costa Verde. Alors, ça n'a rien à voir avec une grosse croisière en ferry, etc., évidemment, mais c'est une petite croisière privative sur un bateau de pêcheurs Caiçara. Alors, les Caiçara, c'est un groupe ethnique métissé entre les peuples indigènes, entre les Européens colons et les Africains issus de l'esclavage. Alors, ce sont des communautés de pêcheurs qui vivent dans la région de la Costa Verde, entre Rio et Sao Paulo.
Et c'est toute une population qui vit quasiment à 100% de la pêche et de l'agriculture de subsistance, où c'est généralement des cultures de manioc ou de féjans. C'est des gros haricots noirs qu'on trouve dans quasiment tous les repas brésiliens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas accéder à leur petit village depuis la route. Il faut normalement y aller à travers la Mata Atlántica, qui est la forêt atlantique. Il faut traverser à pied. C'est une végétation tropicale, extrêmement dense, verdoyante. Ça fait des paysages à couper le souffle. C'est vraiment une région très, très jolie. Et les Caïsara, ils vivent loin de tout le confort matériel qu'on peut trouver dans les grandes villes comme Rio ou Sao Paulo. Ils ont un mode de vie complètement différent où, par exemple, l'électricité, finalement, est arrivée il y a peu de temps dans ces communautés-là. Et ils sont très fiers de leur culture. Ils conservent un mode de vie encore très traditionnel avec des valeurs très fortes et en symbiose totale avec la nature. Voilà. Donc pour en revenir à ma petite croisière, il faut s'imaginer, c'est un charmant petit bateau de pêcheur qui a été aménagé avec 2 couchettes. Le capitaine Daniel, lui, il dort sur le pont dans un hamac. Pour la douche, c'est un jet d'eau à l'arrière du bateau, donc le confort, il est assez sommaire, hein, mais on visite la région comme personne d'autre. On travaille avec Daniel depuis plus de 10 ans. Donc il connaît la région comme sa poche. Tous les coins loin des touristes, les meilleurs spots pour aller faire du snorkeling et voir les poissons et les tortues, les randonnées dans la forêt, et cetera. Mais surtout, en fait, il nous fait rencontrer ces communautés de pêcheurs Caïsara. Alors, on passe 4 jours avec lui et il nous emmène de village en village, de communauté en communauté. Et puis, on rencontre vraiment les locaux. Alors, on leur achète du poisson à faire griller sur le pont pour le repas du soir. On va jouer au foot avec eux en fin d'après-midi ou avec les enfants du village. On leur loue un kayak et puis on file au fond d'un fjord tropical qui s'appelle le Saco do Mamangue pour aller voir les mangroves de la région, etc. Et puis si un jour, vous avez envie de faire autre chose et bah, c'est pas un problème en fait parce que vous dormez dans votre moyen de transport et donc il suffit de voir avec Daniel et puis vous arrangez les journées comme il faut. C'est flexible et donc c'est parfait. Voilà. Pour moi, que ce soit en famille, que ce soit entre amis ou bien en couple, en fait, c'est une véritable machine à souvenirs cette petite croisière parce que, c'est une région extraordinaire visitée comme personne ne le fait. La seule chose, ça ne convient pas aux grands groupes évidemment, parce que ça reste un petit bateau de pêcheurs aménagé pour l'occasion, mais c'est vraiment ça qui fait son charme. Voilà. Pour la deuxième expérience, je voudrais vous parler d'une visite et on va vers Rio pour une immersion dans une des favelas de la ville. Alors, il faut savoir qu'à Rio, il y a un tiers de la population carioca, donc les habitants de Rio, qui vivent dans des favelas. C'est une réalité très importante au Brésil et plus spécifiquement à Rio. Dans les favelas, c'est un véritable centre culturel en fait. Qui a impacté et qui continue toujours en ce moment de le faire, la mode, la musique, la danse, la façon de s'exprimer des Brésiliens, et cetera. Et en plus de ça, c'est un centre d'innovation. Il y a un esprit d'entrepreneuriat bouillonnant dans ces favelas. Alors évidemment, il est toujours possible de visiter une favela avec un van, un mototaxi où on passe rapidement dans les petites rues étroites des favelas. Et puis on prend 2-3 photos, c'est rapide, on fait attention et puis on en repart parfois avec une idée, je dirais un peu superficielle en fait, de ce qui se passe dans ces grandes communautés. Et donc moi, ce que je vais vous proposer plutôt, c'est d'aller visiter, la communauté, du Morro da Babilônia, qui se trouve, juste en face de la plage de Lemay, près de Copacabana. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a développé avec cette communauté des relations très privilégiées, avec des habitants qui veulent réellement promouvoir l'endroit où ils vivent. Ils sont extrêmement fiers de leur communauté.
C'est d'ailleurs, passionnant en fait de les entendre parler de leurs projets, parler de leur vie de quartier, de leur réalité, parce que là-bas, il règne réellement un sens de l'entraide et un sens de la résilience comme moi personnellement je n'ai vu, nulle part ailleurs. Et donc dans ce quartier, il y a quasiment 10 ans, il s'est développé un projet social qui s'appelle, Favela Orgànica, qui a pris une place, centrale dans le fonctionnement de cette communauté. Ce projet, il a été monté par, quelqu'un qui s'appelle Régine qui est, une militante, qui adore cuisiner, parce que, elle avait pas grand-chose au début et du coup, elle a développé des habitudes de consommation qui sont basées sur, l'anti-gaspillage, sur une alimentation plus saine, plus locale, plus respectueuse, plus respectueuse de l'environnement, en fait, c'est ça. Et donc elle a monté un projet. Ce projet, il a pas été monté pour les touristes, mais il a été monté pour éduquer sa propre communauté, pour leur montrer, vraiment le pouvoir qu'ont les aliments, en liant évidemment l'aspect, écologique, mais surtout en liant l'aspect économique qui est indispensable là-bas. Et donc elle nous fait le privilège de nous accueillir dans son projet, de nous parler, de, son mode de vie, de ses valeurs, et puis on cuisine avec elle. Alors, en plus évidemment de découvrir, les nouveaux aliments, des fruits, des légumes exotiques et cetera, et ben, on va en apprendre au sujet du compost. On va en apprendre au sujet de la réutilisation des épluchures de légumes, sur la véritable valeur en fait qu'ont les aliments pour elle. Et puis quand vous avez terminé ce petit atelier cuisine, et bah, il y a énormément de choses à apprendre et à voir, de cette communauté. J'y étais, il y a un petit peu plus d'un mois par exemple et ils étaient en train de monter, un projet, pour mettre des panneaux solaires sur l'école, de la communauté. Ils étaient en train d'organiser, des cours de yoga dans la forêt. Ils organisent, des randonnées et cetera. Donc il y a plein de choses qui se passent et il y en a pour tous les goûts. En plus, on a un super contact sur place qui s'appelle, Valdir. Il connaît tout le monde. C'est une mini star dans dans la communauté et ça nous permet d'organiser tout ça de façon, très sécurisée et en plus d'avoir une palette d'activités, très variée et enrichissante. Ce que je trouve vraiment personnellement fabuleux, en fait, dans une journée passée dans cette communauté, c'est que alors évidemment, on en apprend du mode de vie local, mais surtout, en fait, on en ressort avec des idées sur comment améliorer, nous-mêmes, nos propres habitudes, pour devenir, bah, plus résilients et plus sobres. Ce qui me semble être, extrêmement d'actualité en ce moment et indispensable. Et donc voilà, c'est une journée où on apprend énormément de choses. Voilà pour, les 2 expériences dans le sud de Rio, enfin dans le sud du Brésil. Il y en a d'autres, mais je j'en ai présenté que 2 aujourd'hui. Et puis, je vais maintenant laisser la parole à mon cher Samuel qui va nous parler, de la beauté du nord-est du Brésil. À toi, Samuel. Merci Adèle, merci. Bonjour à tous et merci d'être présents. Donc, je suis Samuel de l'agence Terra Bahia, basée à Fortaleza, dans le nord-est du Brésil. Mais dans ce grand bazar qu'est l'année 2020, je suis actuellement à Valencia, en Espagne, la terre de la paella, la vraie. Mais revenons au Brésil. Ce que je dis souvent, c'est ce qui est bien avec le Brésil, c'est qu'il n'y a pas un seul Brésil. Et c'est vrai que c'est un pays qui a des dimensions continentales et qui offre une diversité de paysages et de gens très différentes. Mais encore faut-il prendre le temps de découvrir. Donc, après avoir parlé de Rio, on va partir sur l'Amazonie, parce que je vais vous présenter ce qui me tient beaucoup à cœur. Donc, l'Amazonie, c'est un territoire difficile d'accès, même au sein du Brésil, parce qu'un Rio-Manaus, c'est plus de 4 heures d'avion, un Fortaleza-Manaus, c'est plus de 3 heures d'avion, même si ça peut paraître assez proche sur une carte du Brésil. Et c'est justement pour ça qu'il faut vivre l'expérience amazonienne. Alors, avant l'Amazonie, c'était souvent une simple étape dans nos voyages. C'était parfois un trait d'union entre le sud et le nord-est. Donc, les voyageurs commençaient par le sud, comme l'a énoncé Nico. Ils passaient quelques jours à Iguaçu et ils partaient en Amazonie pour faire 4 ou 5 jours avant de repartir en France par le nord-est. Et le séjour typique, c'était une nuit à Manaus, voire 2 pour les personnes qui voulaient prendre le temps de visiter la ville.
et 4-5 jours en lodge, plus ou moins grand, plus ou moins confortable et surtout plus ou moins en phase avec la réalité amazonienne. Alors, quel était le bilan? On s'est rendu compte que le bilan, c'était une empreinte carbone qui était importante pour une valorisation de la région qui était assez importante, voire minime. Et c'est ce qui nous a amené à penser autrement et à se dire aujourd'hui, on veut faire de l'Amazonie un voyage à part entière avec des séjours plus longs, de 10 à 15 jours, permettant de mieux découvrir les richesses de la région, car il y en a beaucoup. Et pour cela, j'aimerais vous proposer une expérience aussi, aussi inédite qu'incroyable. C'est une immersion de 7 jours, 6 nuits dans une communauté locale. Donc le voyage, il commence à Manaus, où vous avez rendez-vous avec Valdimir, membre de l'ethnie Baré. Avec lui, vous allez direction le port. Vous prenez, voilà, c'est Valdimir avec ses beaux petits poissons. Vous prenez un bateau local, il vous donne un hamac que vous accrochez sur le pont pour vous reposer pendant les 6 heures de voyage. Et c'est dans une ambiance voilà, très locale, mais bon enfant, que vous vous éloignez de Manaus et de ses lumières pour pénétrer dans la forêt amazonienne. Alors, vous arrivez au bout de 6 heures dans la communauté Baré, qui se trouve sur le bord du Rio Negro. Et Valdimir vous présente sa femme, ses 2 enfants. Vous vous installez dans vos quartiers avant de faire connaissance avec les autres habitants du village. Alors, votre chambre d'invité, il n'y en a qu'une seule dans le village. Comme le village, elle est d'un confort sommaire, mais d'un charme authentique. C'est vrai que c'est un lit avec une moustiquaire, c'est une salle de bain simple. Il n'y a pas Internet, il y a l'électricité seulement certaines heures de la journée, mais c'est ce qui permet de vraiment se connecter pour nous avec le village et avec ses habitants. Et c'est ainsi que vous vivrez la vie des 40 familles du village pendant les 7 prochains jours. Alors, une des autres spécificités, c'est qu'il n'y a pas de programme établi dans le village, c'est-à-dire que vous ne vous levez pas le matin en sachant à 8 heures, petit déjeuner, tu prendras, 10 heures, balade en canoë, tu feras, parce que ça viendrait vraiment surtout maquiller la réalité des habitants. Donc, nous, on pense que les activités, pour avoir un sens, elles doivent être utiles, et si elles n'ont pas de sens pour la communauté, elles n'ont pas de sens du tout. Donc, Valdimir, il vous emmènera à la pêche quand la faim se fera sentir, et c'est vrai, c'est la vraie raison pour faire une balade en canoë. Et vous fera découvrir d'ailleurs en même temps les espèces de poissons des rivières environnantes. Pareil, sa femme Julinia, elle vous montrera comment elle cuisine la farine de manioc quand vous aurez faim. Et c'est vraiment une dégustation à table, en famille. Et c'est comme ça qu'on a envie de vivre l'expérience. Et dans un temps libre, Valdimir, il vous montrera aussi son travail d'artisan et ses sculptures en bois aux couleurs de l'ethnie. Mais quand il aura le temps, pas parce que c'est un impératif, parce que pour nous, c'est ça les voyages qu'on veut, c'est vraiment la découverte de l'Amazonie au rythme de ses habitants, avec sens et sincérité. Une extension possible, ce serait une croisière personnalisée en bateau de 6 jours 5 nuits sur le Rio Negro, car il faut rappeler que l'Amazone, c'est un fleuve, mais c'est avant tout une route pour ses habitants. Mais j'aimerais plutôt enchaîner avec une expérience dans une région qui est tout aussi incroyable. C'est un trek dans le parc des Lençóis Maranhenses. Donc, le parc des Lençóis Maranhenses, c'est un désert de sable blanc entrecoupé de lagunes d'eau douce. Voilà, vous avez le visuel. Ça ressemble à… c'est une rencontre entre le Sahara et les Maldives. J'adore la sortir, celle-là, parce que je trouve que c'est très parlant. D'ailleurs, Lençóis, en portugais, ça veut dire drap, car vu d'en haut et avec un peu d'imagination, les dunes du parc, elles ressemblent à des satin avec des plis après une chaude brésilienne ou une froide nuit française. C'est à vous de voir. Et dans ce décor lunaire, c'est facile de un petit peu se limiter à proposer aux voyageurs une succession de belles cartes postales, parce que c'est vrai que c'est incroyable. On peut faire des selfies, des TikTok incroyables, mais pour nous, on passe vraiment à côté de la richesse de la région. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est proposer des circuits plus longs, plus vertueux, avec surtout plus de rencontres. Mais bon, je ne vous en dis pas plus, car je vais laisser Diel, qui est notre guide attitré dans les Lençóis, vous présenter l'expérience à travers une petite vidéo. De 3 minutes qui va vous en apprendre un petit peu plus sur ce personnage haut en couleur. Je vous laisse regarder la vidéo et on en parle après. Go. Meu nome é José, eu sou conhecido por Diel. E sou guia, está com 18 anos que eu trabalho de turismo. Esse paraíso que nós temos aqui no Lençóis Maranhenses. Chamo Diel da Areia, porque eu nasci na areia, aqui em Maia do Preto. E lá onde eu nasci, a dona chegou e cobriu. E a gente teve que sair. Mas se eu pudesse voltar para onde eu nasci, eu voltava. Porque eu sou muito natural. Quando eu comecei a ser guia, foi um filme, Um Caso de Areia, que veio filmado aqui
eu era pescador. Eu pescava. Eu não tinha essa ideia que eu ia ser guia algum dia. Aí depois que eu fiz essa caminhada, aí pronto, aí disparou. Larguei a pesca de mão e toquei esse trabalho de guia. Às 3 da manhã eu tô lá na pousada. O período que tá no escuro, a gente caminha todo o tempo. Aí quando o sol sai, a gente dá uma parada na duna alta, pra tirar foto, ir na beira de uma lagoa pra gente tomar um banho. Dá 9 horas, 9h30 a gente já tá chegando dentro do oásis. Fica lá, de noite, de dia, à tarde a gente vai pro pôr do sol. Fica curtindo a lagoa, a tarde toda. Volta, janta, dorme. E quando é 4 da manhã nós começamos a caminhar de lá para chegar aqui. Acho que foi tranquilo, o cara aguenta, é alegre, sorrindo, aquela alegria, eu sinto alegria no corpo dos caras, aquela felicidade. Quando a gente sobe na duna, e o sol vai saindo, eu fico gritando, muito bom, muito bom. Voilà. Voici pour la vidéo. Donc, comme je disais, Diel, c'est un personnage haut en couleur avec qui on a eu la chance de faire la traversée des Lençóis. Bon, j'espère que ça vous a plu et que la présentation de notre production qui reflète nos valeurs et la direction dans laquelle on veut aller voilà, vous parle à vous. Je vous invite aussi à nous contacter, Nico, Adèle ou moi, pour en savoir plus sur ce qu'on fait et aussi nous apporter aussi des informations. Il y a beaucoup de spécialistes du voyage ici qui en savent beaucoup sur le voyage et même sur le Brésil ou sur l'Amazonie. Donc, on est preneurs parce que c'est ensemble qu'on construira les voyages de demain. Voilà, j'espère que vous avez des questions. Je laisse du coup libre recours à vos questions. On va essayer d'y répondre avec Nico et Adèle. Merci Samuel. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en bas dans le chat. Il reste quelques minutes. Il y a Emmanuel qui posait une question. Combien de personnes en tout sur le bateau de pêcheurs? 4 pax avec les 2 cabines ou peut-on aller à 6 pax? Bonjour Emmanuel. Non, c'est limité à 4 pax. En fait, il y a 2 cabines doubles qui sont déjà pas très grandes. C'est vraiment un petit bateau de pêcheur, hein, donc il y a pas, 6 pax, c'est vraiment confortable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même plein d'autres, il y a d'autres façons de visiter cette région-là, hein. S'il y a des groupes plus importants, il y a possibilité également d'aller faire des treks dans cette région-là et d'aller voir les communautés de pêcheurs en marchant sur 5, 6, 8 jours, si vous voulez. Il n'y a aucun problème, mais le bateau, la croisière en soi, c'est 4 pax maximum. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez d'autres questions, Mathieu. Bonjour, merci pour la présentation. Question, si on combine les Lençóis avec l'Amazonie et que l'on ne veut pas de vol intérieur, est-ce jouable? Quitte à prendre plus de temps. Alors, c'est jouable si vous avez beaucoup de temps parce qu'il faudra prendre du coup un bateau qui est pour remonter jusqu'à Manaus. Après, il faut savoir que ça peut être sur des semaines en fait pour remonter jusqu'à Manaus. Après, Nico, je ne sais pas si tu as… Il me semble que tu l'as fait, toi. Tu as fait cette partie-là depuis… Alors, ce n'est pas des semaines, mais c'est relativement long, effectivement. Le problème du Brésil pour le visiter en allant de région à région, c'est que les distances sont immenses et qu'on peut prendre beaucoup de temps pour connecter une région à une autre, d'où notre proposition de le faire localement, c'est-à-dire on fait un séjour au Brésil limité à Rio et ses alentours, ou au nord-est, et à chaque fois de développer des propositions de programmes qui puissent, sur une même région, se faire sur une quinzaine de jours, où on va prendre justement là le temps, pas courir d'un aéroport à un avion, pour explorer à fond le nord-est, le sud, l'Amazonie. On peut, hein, si on a 3 mois, on peut faire un super voyage au Brésil, mais il faut avoir le temps
pour ces déplacements. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va couper puisque tout s'enchaîne. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, eh ben, merci à tous les trois. Si Merci vous avez à vous. Merci à si vous. vous avez des questions, des informations pour la suite, n'hésitez pas à les contacter et le replay sera en ligne très rapidement. Voilà. Super. Merci Thomas. Merci. Ciao, ciao, Et Tom. merci à Salut à vous. tous. Bonne Bonne journée. journée. Au revoir.